place et venez écouter avec nous durant 1 heure cette table ronde donc, qui s'intitule « Comment aller vers ». On va voir avec mes invités ce concept d'aller vers. C'est parti, on va commencer. Donc, eh bien, bienvenue donc, dans cette table ronde consacrée au projet d'aller vers. Je me présente, je suis Géraldine Lance-Perrin, journaliste notamment dans le domaine de la santé. Et c'est avec moi qu'on va passer cette prochaine heure et puis aussi mes invités pour parler de ce concept d'aller vers, pour aller à la fois présenter des projets d'aller vers qui ont vu le jour en France, mais aussi en Outre-mer, et puis voir les bénéfices que cela apporte, notamment au public vulnérable. Alors, pour évoquer ce thème combien crucial dans ce contexte géopolitique, délicat, incertain, vous le savez tous, eh bien, je suis accompagnée par des experts de l'aller vers. D'abord, Laure Fabre. Bonjour, Laure. Vous êtes sage-femme et avec le gynécologue, le docteur Grelet, eh bien, vous avez eu cette idée géniale de fonder le gynécobus, un bus de prévention gynécologique. Cela fait 2 ans que le bus sillonne la Provence et vous nous raconterez toute cette aventure. À vos côtés, Monsef Moudoir. Bonjour, Monsef. Vous êtes directeur et fondateur de l'association de Nariké Msada, située à Mayotte. Vous œuvrez pour une meilleure santé sexuelle et accompagnez aussi bien les travailleuses du sexe que des personnes porteuses du VIH ou des femmes victimes de violences sexuelles. Nous verrons comment vous allez vers ce public très vulnérable et très fragile. Et puis enfin, Nicolas Bloin. Bonjour Nicolas. Vous êtes co-directeur de l'association À vos soins et depuis 10 ans, eh bien, l'association tente de réduire les inégalités d'accès aux soins à travers des structures comme Mars Soins, des centres également de santé et puis récemment l'Arbre au Sens, un jardin de prévention et d'éveil. Merci à tous pour votre présence cet après-midi. Je précise, avant de commencer cette table ronde, eh bien qu'il y aura un temps d'échange avec mes invités, donc n'hésitez pas à prendre des petites notes et puis plus tard vous pourrez lever votre main et mes invités se feront un plaisir de répondre à vos questions. Alors, avant de mieux connaître vos projets, de comprendre leur fonctionnement, vos visions, vos valeurs aussi, il faut savoir que chaque création d'unité mobile a sa propre histoire. Il n'existe pas, vous vous en doutez bien, de recette miracle. Le plus souvent, ces initiatives répondent à des contextes locaux, régionaux bien spécifiques, et puis certains naissent d'une volonté publique très forte, d'autres émergent grâce à l'engagement et à l'énergie de citoyens. C'est le cas pour tous les trois. On va le voir tout à l'heure. D'abord, priorité, j'ai envie de dire à ceux qui viennent de loin, avec vous, Monsef Moudoir, puisque vous venez de Mayotte. C'est un territoire qui est mal considéré par l'État. C'est le département le plus pauvre de France. 77% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Ce chiffre n'a pas bougé depuis 15 ans. Comment ça se fait? Quel est le contexte social? Avant de répondre, je tiens à préciser que Mayotte est une très belle île. Nous avons le soleil 365 jours par an. Et on a une mer. Ici, finalement. On a une mer aussi bleue que le ciel. Et somme toute, ça aide, je pense, à subir des choses. Le contexte social, effectivement, il est assez délétère, il est assez délicat. Il y a différents déterminants sociaux qui sont inquiétants et qui n'arrangent pas les choses. Vous l'avez rappelé, 77% de la population vivrait sous le seuil de pauvreté nationale, faut-il le préciser. C'est-à-dire que nous avons un seuil en dessous de celui que vous connaissez ici. En plus de ça, je crois que nous détenons le record de tous les trucs négatifs, en fait. Le taux de chômage le plus élevé de France, plus de 30%. Nous avons une immigration hors norme, non contrôlée. Et puis,
une jeunesse de la population, 60% de la population à moins de 25 ans, plus de 50% à moins de 18 ans. Dans ce contexte-là, il est très difficile de penser à un avenir, l'urgence étant d'assurer le quotidien. De survivre finalement. De survivre. Alors, sur le champ qui nous concerne, la santé sexuelle, tous ces éléments ont comme effet de développer la prostitution. La prostitution que nous qualifions de, comment dirais-je, pas la prostitution visible, comme on peut voir un peu partout. Les gens ne tapinent pas sur le trottoir. Il y en a, mais c'est une faible partie de ces personnes-là. Le plus gros, c'est plutôt quelque chose de caché dans les maisons. Alors, nous ne parlons pas de trafic de personnes, c'est de la prostitution alimentaire, tout simplement. Ce sont des mamans qui vont se faire tripoter, entre guillemets, moyennant. La passe se négocie à partir de 2 € dans les villages à Mayotte. Parce que, alors pourquoi 2 €? Parce que quelqu'un qui est au village à 9h à 10h du matin, c'est un chômeur. Donc 2 €, c'est à la portée des chômeurs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc dans tout ça, encore une fois, par rapport à la thématique qui nous concerne, la prévention de la santé sexuelle, il n'est pas question de préservatif dans cette histoire-là. Le préservatif, l'outil de base en termes de prévention, son accès n'est pas garanti à Mayotte. Pourquoi? Parce que les préservatifs, on les trouve dans les pharmacies ou alors dans les associations comme les nôtres. Mais les pharmacies, il n'y en a pas dans tous les villages. Et puis, j'ai oublié de vous dire qu'à Mayotte, il n'y a pas de transport en commun. Et ça joue beaucoup, effectivement, pour pouvoir se rendre dans les pharmacies. Tout à fait. Donc, pour se déplacer à Mayotte, c'est soit vous êtes véhiculé, soit il faut prendre le taxi. Alors, le taxi, c'est pas grand-chose, hein, je vous rassure. Pour nous autres dans la salle, là, c'est rien du tout parce que nous travaillons. Mais je connais beaucoup de gens à Mayotte qui font des plans sur la comète sur la pièce d'1 €. Donc, moi, je connais pas grand monde qui vont mettre 3-4 € dans un taxi pour aller dans 2 villages plus loin à la pharmacie pour aller acheter un préservatif et revenir. Donc, en règle générale, les gens disent « j'y vais, Inch'Allah, il ne m'arrivera rien ». Et dans ce contexte, du coup, sexuel compliqué, vous avez décidé de créer l'association Narike Ensada, qui veut dire « Luttons ensemble ». Et votre objectif, eh bien, c'est de promouvoir une meilleure santé sexuelle. Pour cela, votre association accompagne donc les travailleuses du sexe, vous l'avez dit, mais pas que, aussi les femmes victimes de violences sexuelles et les personnes atteintes de VIH. Pourquoi porter cette thématique et comment fonctionne votre association ? Alors, notre association qui a été créée en 2003, comme souvent, c'est le hasard des rencontres. C'est des gens qui discutent sur des choses et d'autres. Et puis, ah bah tiens, il se passe ça, qu'est-ce que nous pouvons faire à part en parler? Donc, l'association s'est créée de la sorte. À la base, c'était avec d'autres personnes travaillant dans l'éducation nationale qui voyaient les comportements des uns et des autres. Et nous avons décidé d'agir dans ce sens. On a démarré en faisant des sensibilisations dans les différents établissements scolaires du territoire. Et assez rapidement, nous avons réalisé, parce que parmi les membres de l'association, il y avait des personnes concernées, donc vivant avec le VIH elles-mêmes. Donc, on a réalisé que pour la prise en charge des personnes déjà affectées par le VIH, certes, il y avait une prise en charge hospitalière. À l'époque,
Il n'y avait pas de spécialiste du VIH au centre hospitalier de Mayotte. On demandait aux médecins qui étaient là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'occuper du VIH? Donc, il y a quelqu'un qui se dévouait et qui se formait sur le tard. C'est dans ce sens-là que c'est à partir de là que nous nous sommes dit il faut aussi voir comment accompagner aussi les personnes vivant avec le VIH. Ça a été beaucoup de plaidoyer, ça a été beaucoup de sensibilisation publique. Il faut savoir que nous sommes dans une société musulmane, dans une société africaine, et que, comme un peu partout dans le monde, les questions liées à la sexualité sont tabous. Donc arriver comme ça sur une place publique dans un village, parler de santé sexuelle, ce n'était pas toujours évident. Aller à la radio dans des émissions de grande écoute parler de ces choses-là, ce n'était pas évident, mais il a fallu au fil des années trouver le moyen pour que ça soit un peu plus décomplexé et pour qu'on puisse aborder des questions liées à la santé publique carrément. Et en 21 ans, vous avez mené donc de nombreuses actions pour lutter contre l'épidémie de VIH qui connaît depuis 2023 un pic. Justement, quelles sont ces actions réalisées? Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Je parlais de plaidoyer tout à l'heure. Nous avons contribué à ce qu'il y ait des spécialistes au centre hospitalier de Mayotte. Aujourd'hui, il y a des infectiologues. Nous avons contribué à ce que, clairement, la question de la santé sexuelle ait sa place dans les établissements scolaires de l'île. Nous avons contribué à ce que, voilà, et c'est l'objet qui réunit tout le monde ici, cette histoire d'aller vers. Lorsque, en 2010, on a vu qu'un peu partout, on parlait du dépistage rapide. Nous, on s'est dit, mais c'est génial, c'est fait pour Mayotte, en fait. Et qu'on va à l'ARS et qu'on nous dit, non, en fait, il n'y en a pas besoin. Il a fallu quand même attendre mi-2018 pour qu'à Mayotte, on pratique le dépistage rapide. Et une fois qu'on nous a autorisé à faire le dépistage rapide, on s'est dit, en fait, ça ne change rien au schmilblick parce que nous-mêmes, nous sommes dans la commune chef-lieu. Donc, il faut que ça soit le dépistage qui aille vers les gens. Donc, là encore, les gens ne nous ont pas suivis. Il a fallu que nous trouvions des partenaires privés pour nous aider à faire notre investissement sur une unité mobile de dépistage. Nous parlons de 2018. Entre-temps, il y a eu le Covid. Entre le temps où il fallait mobiliser le financement, le Covid est passé. Notre unité mobile a été livrée à Mayotte en 2023. Et en 2024, nous sommes sur le terrain, du lundi au vendredi. Mais le fonctionnement n'est pas financé. Bref, mais honnêtement, on ne s'y attendait pas, mais tout le travail qui a été fait pendant ces 21 ans ont fait qu'aujourd'hui, les gens viennent volontairement sans vraiment de stigmatisation à notre unité mobile de dépistage pour se faire dépister. Alors, lorsque nous avons imaginé cette unité mobile de dépistage, nous avons réfléchi plutôt à une espèce de caravane, un peu. En arrivant ici ce matin, en voyant tous ces véhicules garés là, j'ai pensé à ça, une caravane. Alors, pourquoi une caravane à Mayotte? Parce que nous sommes que quelques acteurs qui avons une unité mobile. Et l'idée, c'était de se dire que il faut que nous mutualisions beaucoup de choses. Mutualiser les moyens, mutualiser de la communication, mutualiser des outils et mutualiser des publics. De notre point de vue, on se disait que si on va sur le territoire uniquement avec le VIH, ça pourrait être stigmatisant. Donc on s'est dit que ça pouvait être aussi une manière de déstigmatiser. Et puis on s'est dit que ça sera plus simple pour la population
parce qu'au lieu de devoir retenir la date de passage de Narikemsada, la date de passage du dépistage des cancers, la date de passage de je ne sais pas qui, c'est beaucoup de dates à retenir. Au moins avec votre caravane, voilà. Il y a plusieurs, et vous travaillez avec le centre hospitalier, il n'y a pas de médecins, une équipe médicale dédiée, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'au moins les populations viennent vers vous et peuvent aussi bien être consultées pour le VIH, mais pas que. Voilà, à proposer l'offre la plus diversifiée en termes de prévention, sensibilisation, accès aux soins. On va voir un autre projet d'Aller Vers, c'est Laure Fabre qui l'a créé, Gynécobus, donc avec le docteur Grelet il y a quelques années. C'est un bus qui parcourt la Provence et propose des consultations gynécologiques. À son bord, un binôme, donc gynécologue et sage-femme, qui assure les visites pour des centaines de femmes maintenant. Vous avez décidé de créer ce bus pour pallier aux déserts médicaux. Racontez-nous comment est né ce concept, Laure. Donc, bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si j'ai un très fort accent du Sud, mais donc ce projet, comme vous l'avez dit, est né dans le Var. Donc, à l'époque, j'étais sage-femme libérale dans un petit village et je voyais arriver dans le cabinet des patientes qui ne relevaient plus du tout du suivi de prévention, puisque les sages-femmes ont le droit de faire du suivi de prévention en gynécologie, mais étaient déjà dans des processus pathologiques qui étaient un petit peu avancés, en tout cas dans un état de santé qui ne permettait plus vraiment la prévention. Et en écoutant ces femmes raconter pourquoi il n'y avait pas eu de soins en amont ou quelle était leur compréhension en fait du système de prévention, donc pourquoi il n'y avait pas eu de frottis pendant 15 ans, pourquoi il n'y avait pas eu de mammographie pendant 10 ans, donc il y avait plusieurs explications. Donc bien évidemment, il y avait l'accès aux soins, donc le nombre de professionnels de santé sur le territoire. Donc moi, quand je me suis installée, j'étais la seule personne sur un bassin de 15 000 personnes à proposer de la prévention gynécologique. Il y avait cette question-là, il y avait donc le délai de consultation et il y avait aussi la nature de la consultation gynécologique, qui est quand même une consultation très particulière. Et quand on met toutes ces explications bout à bout, on obtient un résultat qui est celui de ne pas consulter, parce que de consulter quand on n'est pas malade, c'est pas forcément quelque chose de naturel. Donc le mécanisme même de la prévention n'est pas compris. Il y a un délai de consultation absolument formidable et en plus, on n'a pas forcément envie de se déshabiller devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, hop, on n'allait plus du tout consulter. Du coup, vous avez créé Gynécobus. Alors, comment ça fonctionne? Quelle est votre approche? Donc, l'approche dans le Gynécobus, donc là, je vous raconte la petite histoire. Donc, nous, la population cible de ce dispositif, c'était vraiment les femmes de tous âges et vraiment toutes les populations confondues qui étaient sorties du parcours de soins. Donc, par exemple, on a tout de suite mis en place une filière pour les femmes en situation de handicap, en particulier les femmes qui étaient autistes, pour vraiment donner un soin qui est adapté au système de représentation des patientes. C'est-à-dire que l'Aller Vers, moi, j'ai rien inventé. Quand j'étais petite, il y avait le bibliobus dans mon village, donc les dispositifs d'Aller Vers, ça fait bien longtemps que des choses se déplacent. Par contre, d'armer des dispositifs qui sont en capacité d'admettre des systèmes de représentation qui ne sont pas forcément les plus courants dans la population, donc par exemple des femmes qui ne maîtrisent pas la langue, des femmes qui sont dans des situations de vulnérabilité très importantes, ou des femmes qui ont été impactées par des situations de violence. Nous, en tant que soignants, il fallait qu'on admette de ne pas faire comme d'habitude avec ces patientes, donc de proposer en fait des systèmes, des parcours qui allaient pouvoir s'adapter. Donc c'est pour ça qu'on était dans cet aller vers. Avant de voir le fonctionnement de ce Gynécobus, j'aimerais qu'on parle d'un autre projet, donc avec Nicolas Bloin. Vous êtes co-directeur d'Avos Soins, une association citoyenne qui a fêté ses 10 ans cette année, et elle a été créée par une infirmière qui s'appelle Noémie et qui revenait d'une mission humanitaire à Haïti sur le choléra. Et à son retour, en fait, elle décide de monter une structure pour lutter contre le dépistage. Vous avez embarqué dans l'aventure. Racontez-nous les prémices d'Avos Soins.
Oh pardon, j'ai un peu la voix cassée, c'est toute l'organisation, le froid, la pluie, tout ça. Les prémices de la création d'Avosoin, c'est vraiment ce qu'expliquait Monsef, des rencontres. Je pense que l'événement aujourd'hui, c'est aussi ça. Noémie, elle revient à sa mission et elle se dit est-ce que j'ai vraiment envie de faire que des missions humanitaires, etc. Et elle découvre le métier d'infirmière dans le centre de santé. C'est-à-dire être salarié, aller au domicile des patients. Les centres de santé ont une vocation à faire du tiers payant généralisé, faire des actions de prévention, travailler avec des acteurs sociaux, etc. Et du coup, elle travaille pendant 1 an à la création d'Avosoin, qui a pour objectif de réduire les inégalités. Elle nous embarque, donc on avait moins de cheveux blancs, on n'avait pas d'enfants ou presque. On a une 30aine d'années à l'époque et on se dit ok, on va créer une asso, on ne sait pas ce qu'est un centre de santé, on va le faire. Et puis très rapidement, on s'est installé à Saint-Nazaire, on a ouvert un centre de santé infirmier avec 2 infirmières à mi-temps. Et très vite, ça a pris, il y a eu des besoins de soins infirmiers, on a mis en place des actions de prévention au fur et à mesure. Et on a trouvé du sens dans son métier. Et nous, en tant qu'administrateurs à l'époque, du sens dans une action de solidarité. On ne savait pas du tout où ça allait nous emmener jusqu'ici, etc. Et créer ce premier ce festival. Premier festival n'a rien à voir. On n'était pas du tout dans cette projection. Ça nous a complètement dépassé. Mais c'était vraiment une volonté d'être acteur d'une autre manière. Donc, engager des citoyens qui ne sont pas spécialement médecins, sages-femmes ou gynéco, à être administrateur d'une structure de santé, ce qui n'est pas commun. On s'est rendu compte qu'il y avait plein d'autres centres de santé qui existaient par ailleurs et qui avaient des histoires beaucoup plus anciennes. Et nous, on est arrivé avec notre fraîcheur, ou notre naïveté peut-être au départ. Et aujourd'hui, comment est structuré Avosoin? Alors, ce ne sont plus uniquement des bénévoles comme il y a 10 ans? Non, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'à l'époque. On n'était que 3 au début. Maintenant, on a 10 administrateurs bénévoles. On a 180 pros de santé qui interviennent dans nos marsouins à titre bénévole ou mis à disposition. On a des bénévoles qui accueillent pendant nos actions de prévention les publics. On a plus 1, mais 5 camions. On a, en fait, la famille, elle s'est élargie de manière exponentielle au fur et à mesure du développement de la structure. Alors, comment s'est développée la structure? Il y a Marsouin, mais il y a aussi d'autres structures, l'Arbre au Sens, je le disais tout à l'heure. Comment ça se structure à l'intérieur même? En fait, on est parti du centre de santé infirmier avec, du coup, l'activité de soins infirmiers. Très rapidement, on a mis en place des actions de prévention 1 fois par an de manière un peu épisodique. Et on s'est rendu compte que dans une structure associative de santé, comme le nôtre, les actions de prévention, c'était un moyen d'impliquer des citoyens dans la gestion du centre. Du coup, on a fait une action une année, puis une autre action l'année d'après. Mais en fait, on se rendait compte que nos actions de prévention, 1 fois par an, elles n'avaient pas d'impact. C'était, on va dire... c'était vraiment pour faire plaisir aux cadres des centres de santé. Donc on s'est dit, est-ce qu'on n'a pas quelque chose à jouer là-dessus? On a eu l'idée de Marsouin, du camion. Et du coup, ça a ouvert une énorme porte parce qu'on a fallu trouver des professionnels de santé, il a fallu trouver des chauffeurs, il a fallu trouver des médecins, des accueillants et des accueillantes. Et au fur et à mesure, notre centre de santé, il s'est étoffé, on a eu des infirmières, un peu plus, etc. Aujourd'hui, on a un centre de santé polyvalent qu'on a déménagé dans un quartier prioritaire de la ville de Saint-Nazaire. Une vieille ferme abandonnée qu'on a rachetée, retapée, qui s'est intégrée dans un programme de réaménagement urbain. On a développé un jardin thérapeutique pour faire des actions de prévention plutôt à destination des seniors sur la question de perte d'autonomie, d'éviter la perte d'autonomie et améliorer le bien vieillir, mais qu'on a élargi maintenant à beaucoup plus de public. Et en fait, on a 2 grands volets dans l'asso. On a l'activité de soins polyvalent avec infirmières et médecins, et on a le volet prévention avec les marsouins, le jardin, etc. Et du coup, ça commence à avoir une vraie cohérence.
C'est-à-dire qu'on parle souvent de mieux vaut prévenir que guérir, mais au final, on met beaucoup plus d'argent, de moyens, de réflexes en fait sur le curatif. Oui. Et nous, on a réussi à avoir aussi tout le volet prévention qui a pris une place très, très, très importante dans l'asso. Grosso modo, c'est plus de la moitié du budget, c'est la prévention dans l'asso. Il y a autant de gens qui travaillent sur la prévention que de gens qui travaillent dans le soin. Laure aussi, pour vous, c'est fondamental, la prévention. Je le disais en introduction, votre gynécobus, c'est un gynécobus de prévention. Comment ça se passe, une consultation ? Donc, la consultation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle est vraiment menée en binôme. Donc, il y a un rattrapage entre guillemets technique, donc si c'est accepté par la patiente. Mais en fait, l'idée dans ce bus, c'est de raccrocher des femmes qui sont sorties du parcours de soins. Donc en fait, c'est vraiment de leur donner de l'information dans le but de les autonomiser et qu'elles fassent les meilleurs choix en fonction de leur propre système de représentation pour leur santé. C'est vraiment quelque chose qui est important parce que, si on parle un petit peu de financiarisation des dispositifs de santé, la part liée à la prévention, elle est vraiment ridicule en fait par rapport au curatif. Et si on n'est pas dans des démarches qui vont permettre aux gens de ne pas être malades parce qu'ils vont être mieux informés et mieux comprendre les mécanismes des pathologies, mieux comprendre l'impact de l'environnement sur certaines maladies. Par exemple, l'endométriose, il y a quand même un facteur environnemental qui est très prégnant. Si on n'est pas dans cette démarche-là, en fait, le système de soins risque de vraiment littéralement s'écrouler parce qu'on ne pourra pas faire face à ce qui va se passer. Donc, en fait, parier sur la prévention et l'autonomisation des populations, c'est le pari le plus sécure pour l'avenir. Je peux compléter juste avec un chiffre. Le budget de la prévention par rapport aux soins, c'est 350 fois moins dans le système de santé en France. Donc la marge Alors, petite question, 1 million de secondes, c'est 11 jours. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Donc quand on parle de budget en millions, il faut se rendre compte que les budgets de milliards, c'est beaucoup, beaucoup plus important. Voilà. On imagine mieux avec cette image dans la tête. Mais est-ce que vous pouvez nous dire aussi en termes de volume, justement, sur la prévention, combien de pourcentage de dépistage vous faites, par exemple Alors, là, on est sur de la volumétrie assez technique, ce qui est moins ma manière de réfléchir. Mais si on parle volumétrie pure, donc on voit environ 3000 patientes par an sur des temps de 10 heures par jour et on reçoit une vingtaine de patientes par jour. Après, on se déplace dans tous les établissements médico-sociaux de notre secteur et qui en font la demande. Et par exemple, dans notre population, il faut savoir qu'en général, le portage HPV dans la population générale, il est à environ 3%. Nous, par exemple, sur les patientes dépistées, on est à plus de 6%. Donc, on a des patientes qui sont plus à risque dans la population générale. Donc, c'est des choses qu'on intègre dans nos pratiques et c'est aussi pour ça qu'on fonctionne en binôme. Donc, on a aussi de la chance d'avoir de l'imagerie à l'intérieur de notre gynécobus. Donc, on a en fait des parcours qui sont extrêmement raccourcis. Donc, en fait, l'idée, c'était d'intégrer le fait qu'on risquait de tomber sur des patientes qui étaient plus facilement malades que d'autres puisque pas suivies. Donc, en gros, l'idée d'être une sage-femme et un gynéco, c'est de mettre le paquet sur la prévention, mais aussi de mettre le paquet sur le curatif, parce que parfois, c'était le cas, et du coup, on avait des parcours qui étaient vraiment extrêmement courts. En gros, des patientes qui étaient dépistées dans le gynécobus et qui étaient opérées dans des temps très très courts, et voilà, puisqu'elles à l'extérieur. Elles n'avaient pas été suivies pendant Exactement. des années, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Vous, Nicolas, est-ce que si en termes de volume, vous pourriez nous donner quelques chiffres, nous partager par exemple le nombre de dépistages ou des choses comme ça ? Nous, on a fait un pari un peu quantitatif du coup, en se disant le marsouin à un moment donné ou les marsouins à un moment donné, ils vont perdre le côté innovant. Parce qu'il va falloir qu'on donne des éléments quantitatifs pour justifier la pertinence de nos dispositifs dans les territoires dans lesquels on intervient. Donc on a dès le départ fait d'abord un tableur Excel, puis après une application numérique, etc. Et l'idée, c'était de parler le même langage que nos financeurs potentiels.
Du coup, un marsouin, c'est à peu près 1000 dépistages par an. On fait à peu près 110, 120 actions de prévention. Dépistage, donc 1000 dépistages individuels, hein, je parle. C'est pas le nombre de personnes qu'on a rencontrées, parce que ça, on pourrait le multiplier par 3 ou 4. Sur les 1000 dépistages réalisés par camion, on est à peu près à 50% de réorientation dans le parcours de soins. C'est-à-dire qu'une personne sur deux qui rentre dans nos dispositifs pour un dépistage dentaire, optique, auditif, sage-femme, dermato ou autre, est réorientée pour une consultation urgente ou non urgente. Ce qui est un bon chiffre pour nous, mais un mauvais chiffre globalement. Bon chiffre pour nous, c'est-à-dire qu'on touche les publics qu'on souhaitait viser. Et en même temps, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont venus chez nous et qui n'ont pas trouvé ou qui ont besoin d'une validation autre ou alors souhaitaient avoir une discussion préalable, etc. En tout cas, il y a quand même 50% des personnes qui ont besoin de consultation suite à un passage dans le marsouin. On sait que sur ces 50%, donc à peu près les 500 par camion, 60% d'entre eux, dans les 6 mois, ont trouvé une solution de soins ou de consultation. Et ça, c'est grâce à un maillage avec les partenaires dans chaque territoire dans lequel on s'installe. On travaille avec les CEPAM en lien direct sur les MISAS ou MAS, mission d'accompagnement en santé, parce que du coup, il y a une structure, enfin, il y a des agents en interne qui reçoivent nos orientations et qui accompagnent individuellement les gens. On a des CPTS qui font le lien sur les ALD, les affections de longue durée, pour des personnes qui n'ont pas de médecin traitant. Enfin voilà, en fait, un camion, un dispositif d'aller vers, c'est aussi tous les acteurs qui sont autour et qui participent à l'amont ou l'aval, on en parlait en off tout à l'heure, du parcours de la personne et de son... Je pense que dans nos thématiques, à tous partenaires, là, c'est la difficulté d'apporter une information et de ne pas avoir de débouché ou d'avoir une action à un endroit où en fait les gens ne sont pas. Donc il faut bien connaître son territoire, bien connaître les acteurs qui sont présents et de travailler en bonne intelligence. Il y a aussi un point que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est le financement de tout ça, de tous vos projets. Alors, vous, par exemple, Moncef, de 2003 à 2016, eh bien, vous n'aviez pas de financement, c'est ce que vous m'aviez expliqué en préparant cette table ronde, c'est ça? Comment, aujourd'hui, vous êtes financé? Oui, pardon, tout à fait. De 2003 à 2016, à zéro financement public. C'est pas qu'il y avait d'autres associations qui captaient les financements. Nous étions la seule association à cette époque-là. Donc c'est à partir de 2016 que nous avons commencé à percevoir des financements publics. Donc cela nous a permis d'avoir déjà un local fixe, de commencer à nous structurer professionnellement, à embaucher, à salarier des gens. On a commencé avec une personne à temps plein, un emploi aidé, et moi j'étais toujours bénévole. Je crois que je suis passé à un temps plein le 1er avril 2023. Ah oui, donc récemment. Tout à fait, récemment. Mais voilà, indépendamment de ça, nous avons pu diversifier nos partenaires financiers. Il y en a un dans la salle, c'est la Fondation MNH, que je salue au passage. Mais ça nous a permis d'accroître notre équipe. Nous sommes une petite équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Et j'entendais la question de tout à l'heure en termes de prévention, de dépistage. Nous, par exemple, ça tourne autour de 80 dépistages en moyenne par jour. Ah oui, par jour. Oui, par jour. Entre l'unité mobile et dans nos locaux. J'étais très attentif à ce que disait Laure par rapport à ce qu'elles font.
parce que c'est un sujet éminemment délicat à Mayotte. Il faut savoir que Mayotte, c'est la plus grosse maternité d'Europe. Chaque jour naît l'équivalent d'une salle de classe, c'est-à-dire une trentaine de naissances par jour. Ce qui n'est pas sans poser des questions. Lorsque nous faisons des séances de sensibilisation ou de prévention, en fait, nous faisons des sensibilisations à plusieurs vitesses, selon qui nous avons en face de nous, parce qu'il y a différentes communautés. Oui, différents publics, tout à fait. Voilà, entre les Africains, les Syriens, les Mahorais, les Comoriens en journée, etc., etc., toutes ces personnes n'ont pas les mêmes représentations. Donc, il faut en tenir compte pour savoir comment on fait passer des messages. Vous avez des gens d'où leur représentation, c'est plus on fait des enfants, mieux c'est, parce qu'on ne sait pas lequel s'en sortira pour s'occuper des autres. Il y a ceux qui se disent on fait beaucoup d'enfants parce qu'ils vont acquérir la nationalité française. Il y a ceux qui se disent voilà, de toute façon, les relations hommes-femmes, ce n'est que pour procréer. Donc, sans jugement aucun, mais il faut être conscient de tout ça pour savoir comment on interagit avec les uns et les autres. Donc, ce qui n'est pas sans poser de difficultés quand vous avez toutes ces catégories de personnes réunies au même endroit avec vous en face qui essayez de faire passer un message. De votre côté, Laure, comment vous êtes financé comment fonctionne financièrement le gynécobus? Alors déjà, la première chose, c'est que le gynécobus fait partie d'un hôpital. Donc le gynécobus est devenu une unité fonctionnelle d'un hôpital, ce qui revêt plusieurs intérêts, notamment sur les réseaux d'aval, mais j'aimerais bien qu'on aborde cette question sur l'environnement d'un dispositif mobile. En fait, un dispositif mobile ne peut pas être isolé, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Pour ce qui est du financement, mais ça a été mais un long chemin de croix. Donc, on a des accompagnants financeurs qui ont pu nous aider donc, sur le financement du bus et de tout l'armement du gynécobus. Et après, on a des financeurs donc, sur le fonctionnement. Donc, sur toute la partie fixe, on va dire, on a eu la région, on a eu la préfecture, on a eu les communautés de communes, on a eu des fonds européens. On a eu l'ARS également. Donc, on est vraiment sur une configuration très multipartenariale et donc complexe. Ce qui est votre cas aussi, Nicolas? Oui, alors nous, on a eu plusieurs vies, si je peux le résumer comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu l'émergence d'un crowdfunding avec des citoyens qui nous ont permis d'acheter notre premier camion qui avait 32 ans, pas de ceinture de sécurité. Quand il démarrait, ça ressemblait un peu à la raffinerie de Donge, qui est pas très loin ici. C'était pas hyper en cohérence avec la santé environnementale. Enfin voilà, il y avait quelque chose qui a fait qu'il a fallu rapidement qu'on le change. Mais c'est un crowdfunding. On a été chercher des entreprises privées, etc. On a commencé à répondre à des appels à projets, politiques de la ville. On a eu des aides par ce biais-là, etc. Et puis au fur et à mesure des années, on a associé des nouveaux partenaires financiers, des régions, des départements, des régions, des ARS, des villes qui nous ont suivis, et puis des fondations qui nous ont... En fait, la partie financeur privé, elle a une temporalité différente, c'est-à-dire qu'elle est souvent là pour nous faire... Enfin, en tout cas pour nous, je vais parler de notre expérience, pour nous faire passer des caps. On a eu une fondation AG2R avec les fonds Gérardco, où j'ai une petite pensée pour Nicole qui est partie en retraite mais qui a été un personnage incroyable, qui nous a dit mais en fait vous avez un savoir-faire, pourquoi vous voulez pas le faire ailleurs, on va vous trouver des soutiens. Nous on se sentait pas du tout légitime d'aller dans le Finistère ou ailleurs faire ces actions. Elle dit mais arrête de réfléchir comme ça, il faut que d'autres en profitent, vous avez quelque chose, etc. Et elle nous a fait passer un cap, elle nous a dit moi je vais vous trouver des sous sur 3 ans, je vous sécurise, etc. Et du coup, bim, on a ouvert le marsouin du bout du monde sur la presqu'île de Crozon. Sur les projets de jardin, on a travaillé avec la conférence des financeurs. Enfin, on a multiplié les sources de financeurs en fonction des axes qu'ils avaient comme priorité.
Et puis après, c'est des relations humaines, des preuves du concept, les faire venir sur nos actions, leur montrer qu'on était capable, qu'on faisait des choses qui avaient du sens, que les gens étaient contents, qu'on trouvait des solutions à des problèmes qui étaient identifiés mais pas résolus. Enfin voilà, c'était ça un peu. Et puis après, c'est un travail de partenarial complexe parfois. En tant qu'acteur, c'est compliqué parce qu'il faut faire rentrer tout ça dans un camion, dans un jardin. Mais pour l'instant, nous, on a eu de la chance. On n'a pas fait comme Monsef pendant 15 ans. On a réussi à trouver avant, quoi. De trouver avant. Vous avez tous en tout cas, rencontré des difficultés. Vous avez réussi à les surmonter pour créer vos projets d'aller vers donc des populations vulnérables et qui sont éloignées des parcours de soins. Merci à tous les trois de vos témoignages. On va maintenant passer aux questions avec le public. N'hésitez pas à lever votre main et puis une personne va passer le micro afin que vous puissiez poser vos questions à Monsef, alors ou à Nicolas. Allez-y, n'hésitez pas, ils sont là pour répondre à vos interrogations. On a été tellement clair que... Moi, j'en profite juste en attendant que comme ça va lancer. Je suis hyper content d'être à côté de Monsef et Laure qui viennent de très loin au final, mais très fier aussi de voir qu'il y a énormément de dispositifs mobiles qui sont présents aujourd'hui sur l'espace, avec plein d'histoires aussi très particulières, comme vous l'expliquez. Et peut-être que le point de départ, souvent, c'est des individus qui croient on en parlait en off avec quelqu'un tout à l'heure, qui croient en la cause et qui vont franchir des barrières ou des galères, qui vont trouver des solutions. Et souvent, quand on est dans un espace contraint, on est créatif. Et c'est souvent ça. Avec un budget limité, effectivement, on fait preuve de beaucoup de créativité. Allez-y, madame. Bonjour. Bonjour, c'est le centre hospitalier de Cornouailles, le pôle santé publique encore. C'est pas une question, c'était pour vous aller plus loin. Vous parliez de ne pas être isolé et des notions d'aval. Et ça ne sert à rien de faire de l'aller vers si on est isolé. Est-ce que vous pourriez développer là-dessus, s'il vous plaît? Merci, parce que vraiment, c'est quelque chose d'hyper important. Souvent, la question quand on développe un projet d'aller vers, on nous dit mais alors, est-ce que c'est une fin en soi? Mais en fait, c'est un outil parmi un écosystème et un dispositif mobile ne peut pas fonctionner si, en particulier, il n'y a pas de réseau d'aval qui est structuré. Donc, par exemple, sur la partie évaluation des dispositifs, ce qu'il faut savoir, c'est que les déterminants, en fait, les indicateurs, sont essentiellement des indicateurs quantitatifs, donc ils ne vont pas évaluer toute la partie qualité de la prévention. Donc c'est déjà quelque chose qui, je pense, qu'il faudra peut-être soulever s'il y a des dispositifs qui se pérennisent et qui veulent se développer. Mais par exemple, imaginons, on crée plein de gynécobus partout dans la France, mais on ne crée pas du réseau d'aval. Donc c'est-à-dire qu'il y a des centaines, voire des milliers de femmes qui vont être dépistées, donc par exemple qui vont avoir un frottis pathologique. Et en fait, s'il n'y a pas de réseau d'aval, tout simplement, ces patientes ne pourront pas bénéficier d'une colposcopie et éventuellement d'une chirurgie avec des professionnels qui sont prévenus de cet appel d'air et qui sont en capacité de répondre à un dépistage qui est pathologique avec des indicateurs de suivi. Parce qu'en fait, ce qui est important dans tout ça, c'est certes de dépister, mais suivre les patientes qui auront un résultat qui n'est pas bon. Et moi, si je peux compléter sur l'amont, on ne peut pas imaginer faire un camion, arriver et penser que tout le monde va venir. Du coup, il y a toute une ingénierie. Il faut imaginer qu'il est nécessaire que le projet mûrisse dans les têtes des gens et des partenaires du territoire avant qu'il arrive, pour que le jour où le camion s'installe dans un village, en bas d'un quartier ou auprès d'une structure, en fait, c'est comme s'il était là déjà depuis longtemps. Et donc, du coup, il y a beaucoup de rencontres à faire, de présentations, d'en parler dans la presse, de le faire. On développe un marsouin sur La Roche-sur-Yon. Ça nous met entre 16 et 12 mois. Là, on est en train de travailler sur Pontivy. C'est dans 1 an que le camion sera sur place. Mais on fait beaucoup de rencontres
avec des maires, des professionnels de santé, des acteurs de la vie associative du coin. On essaye d'identifier les lieux, de comprendre comment respire le territoire. Il y a eu une présentation ce matin avec Sébastien Fleurel, géographe en santé. Je pense que tout ce travail de réseau en amont fait que le jour où l'unité mobile s'installe, ça match. Je crois que le pire pour nos dispositifs mobiles, c'est qu'on en ait plein, mais qu'on soit déconnecté de nos territoires, comme pour le résultat à la finale, et qu'au final, ça soit de la contre-pub pour nous, parce que le service rendu ne serait pas qualitatif, en fait. On ne toucherait pas les bons publics, on n'aurait pas travaillé le réseau pour que les patients puissent avoir des solutions, etc. Après, on ne va pas réinventer, on va pas créer des dermatologues tout de suite comme ça, on ne va pas créer des dentistes tout de suite comme ça. Donc factuellement, il y a des gens qui auront des informations et ils n'auront pas de solution. Mais au moins, on aura peut-être, sur de la prévention, évité peut-être des consultations qui n'étaient pas nécessaires et donc libérer des créneaux. Enfin voilà, on peut raisonner le problème d'une manière aussi comme celle-ci. Vous vouliez ajouter quelque chose, Monsef, là-dessus ? Oui, non, pas là-dessus, mais je voulais réagir par rapport à ce qui se disait avant concernant les partenaires financiers. En ce qui nous concerne, on a 3 partenaires fiables. Lorsque je parle de fiabilité, je ne parle pas des montants, il n'y en a jamais assez, très loin de là, mais sur le fait qu'ils sont là chaque année. C'est l'ARS, la Caisse de sécurité sociale et la politique de la ville. Les collectivités locales, j'ai écouté avec beaucoup d'attention la représentante de la commune de Saint-Nazaire ce matin pendant le discours d'ouverture. Les collectivités locales chez nous sont aux abonnés absents. Et ça fait ces derniers temps, je suis dans le questionnement à constater que je ne sais pas s'il se passe la même chose pour vous autres ici, mais clairement, nous, on a l'impression chez nous qu'on a des partenaires, des institutions, on a l'impression de faire la mendicité, en fait. On a l'impression de dire s'il vous plaît, mais alors qu'il y a une inversion de rôle. Je pense que les associations, ça a été dit ici, à la base, ce sont des citoyens qui se disent il y a quelque chose à faire, on va voir qu'est-ce que nous pouvons faire. On doit nous aider, nous accompagner pour aider les autres. Mais on se retrouve dans cette posture-là, à un moment, moi, ça a été le cas récemment, on m'a dit, bon, ben, Monsef, estime-toi heureux qu'on t'ait reconduit la même subvention que l'année dernière. Donc, ça pose question sur les missions, les obligations des uns et des autres. Donc, je voulais partager ce questionnement avec vous. Je ne sais pas, j'espère qu'il ne se passe pas la même chose chez vous ici et que c'est un cas isolé. Ouais, je vais ramener les élus de Saint-Nazaire à Mayotte pour qu'ils leur expliquent comment ils nous ont soutenus. C'est vrai que moi, j'étais à Mayotte et on n'a pas du tout le même contexte, même politique locale, c'est pas du tout la même histoire. Malheureusement pour toi, je suis désolé, mais peut-être que Marie-Belle, si je l'emmène avec moi à Mayotte, elle va leur expliquer 2-3 trucs. Et qu'elle aille voir le soleil et la mer, ça lui changera. Il y a des élections l'année prochaine. Nous, on fonctionne sur 53 communes et vraiment, les élus locaux, ils sont très très forts avec nous et en fait, mais c'est un soutien. Après, on râle un peu des fois sur les partenaires financeurs, mais en vrai, moi, je crois que je les ai pas cités, mais par exemple la MSA, ils ont été formidables parce qu'ils nous ont aussi apporté une aide méthodologique, parce que quand même, quand on structure des projets comme ça, moi en tout cas, je suis soignante à la base, je suis pas ingénieur quoi, et en fait c'est dur parce qu'on a l'impression qu'on a quelque chose d'indescriptible en face de nous et on a envie très très fort de faire quelque chose, on a plein d'énergie, une flamme qui est énorme, mais c'est quelque chose qui est difficile parce qu'on est un petit peu mis en échec par des choses qu'on connaît pas. Donc c'est là où il y a l'argent, mais il y a aussi l'appui méthodologique et le soutien des élus qui fait que on traverse des choses qui sont un peu difficiles.
faire face aux barrières administratives qui sont parfois très complexes. D'autres questions à nos invités, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Il y a une main qui se lève là-haut ou là en bas. Au-delà du questionnement, c'est plutôt un témoignage. D'abord, je revenais sur ce que disait Moussef, sur le fait de faire la mendicité. C'est un petit peu le ressenti quand même que j'ai. Nous, sur notre dispositif, on a réussi à avoir un financement ARS d'un mi-temps sage-femme et d'un mi-temps infirmier. Toute la coordination repose sur moi, mais j'ai d'autres missions par ailleurs. J'ai tenté d'avoir un financement de cette coordination, mais on m'a reconduit les moyens à l'identique de l'année précédente, sans possibilité de financer du temps de coordination. Je revenais aussi sur les financeurs. Alors effectivement, la MSA, j'ai participé au coup de pouce MSA, et il y a un appui méthodologique dont aujourd'hui je me sers pour d'autres projets, ne serait-ce que pour faire le protocole d'évaluation, puisqu'on a aussi des financeurs qui nous demandent des comptes sur les moyens qu'ils mettent à disposition pour l'ensemble de nos projets de prévention. Et puis par contre, j'avais une remarque par rapport à notre vécu et voir si vous, le Marsouin, vous avez peut-être une aide méthodologique à nous apporter. C'est que nous, on intervient là où ça marche très bien nos actions, c'est quand on intervient dans des structures sociales. Donc les épiceries solidaires, les banques alimentaires, la mission locale, les chantiers d'insertion, ou dans les quartiers prioritaires de la ville de La Rochelle quand on a des médiateurs en santé, parce que tous les professionnels de ces associations ou structures sociales sont médiateurs pour pour inciter la population à venir nous rencontrer. Là où on est en difficulté, c'est quand on est sur des lieux d'événements, sur les marchés, sur une place publique. Eh bien, on a l'impression qu'on va vendre des choses aux gens, et la seule chose qu'ils envisagent plus, c'est de prendre la poudre d'escampette. Donc, et la communication est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Enfin, en tout cas, pour nous, c'est vraiment difficile à mettre en œuvre parce qu'on dépend des collectivités pour diffuser cette communication. Pour répondre à votre première remarque, en fait, si on est ici réunis, en tout cas comme on l'a imaginé, on espère en tout cas, c'est qu'il y a un collectif Aller Vers, associatif, informel, fédération qui émerge, et que dans un contexte économique comme on le connaît en ce moment, avec des annonces budgétaires qui vont être très compliquées pour les années à venir, on puisse quand même défendre nos actions et notre manière de faire ensemble et pas de manière isolée. Donc peut-être que là, vous n'avez pas eu les budgets que vous imaginiez, mais que collectivement, on puisse peut-être faire porter un message plus haut. En fait, l'idée, c'était de se rassembler. Pour la notion d'aller vers, sortir de nos habitudes, de nos bâtiments, aller sur les espaces publics, ne plus être en relation directe avec un partenaire qui a ses bénéficiaires, mais aller sur l'espace public, c'est une autre approche, c'est une autre manière de fonctionner. Donc il faut des outils. Il faut aller sur le Marsouin, sur l'espace qui est extérieur. On a mis en place des outils extérieurs pour pouvoir faire de l'information, pour attirer le regard, etc. Et puis même dans notre approche à nous, c'est aussi se décentrer. Juste prendre le temps de discuter avec les gens sur... bon, la plupart du temps, c'est la météo, mais sur d'autres choses. Et après, présenter le dispositif, le concept, qu'est-ce qu'on vient faire, pourquoi, etc. En fait,
on n'est pas effectivement là pour vendre, on est là pour écouter, on est là pour entendre. Et éventuellement, la proposition qu'on a derrière nous, dans nos camions ou pas dans nos camions, peut-être que ça va l'intéresser, mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est cette manière ou cette approche de faire. Et je pense qu'il faut le faire en fonction de qui vous êtes et surtout pas jouer un rôle que vous n'êtes pas. Donc, il faut le faire naturellement. Voilà. Et puis, discuter avec les équipes, retour d'expérience, peut-être, voilà, enfin, on en rediscutera. Dernière question ici pour vous, ou monsieur aussi. De toute façon, vous pourrez discuter. Où est-ce qu'est le micro? Il y a 2 questions, on va prendre. Allez-y, madame, puis après, monsieur. Oui, j'avais une question plus par rapport au travail partenarial qui peut être fait en amont d'un projet. Là, on porte un projet de gynécobus également sur un territoire rural. On sent une énorme résistance des médecins libéraux au projet. Et donc, je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aviez rencontré, cette résistance-là, et comment on peut communiquer avec les médecins qui sont installés, qui voient un peu ça comme de la médecine foraine, pour que le projet puisse quand même voir le jour. Alors, il y a certainement des parties que j'ai peut-être pas très bien entendues, mais si je comprends, résistance de la part de l'ordre, en fait, du réseau libéral sur l'exercice forain, tout ça. Ok. Déjà, je vous apprends pas que le Conseil de l'ordre a un avis. En fait, c'est pas forcément interdit, mais c'est soumis à approbation du Conseil de l'ordre. Nous, en fait, on a fait pirouette cacahuète, c'est-à-dire que c'était un sujet. En fait, c'était un sujet. L'exercice libéral est un domaine qui est extrêmement sensibilisé pour diverses raisons. Nous, ce qu'on a désamorcé, mais c'était un peu la même chose avec les sages-femmes. En fait, l'idée, c'était de venir vraiment en complément et pas en opposition. Nous, le bus se positionne auprès des professionnels de santé, en fait, comme un relais. C'est-à-dire que la communication qui a été faite, et Nicolas, il a lourdement insisté sur l'amont du projet. Et en fait, de désamorcer ce type de crispation, c'est un enjeu majeur dans la mise en place de dispositifs mobiles. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les professionnels de santé et leur dire on travaille tous ensemble dans un réseau, sur un territoire. Nous, si vous faites de la gynécologie dans votre village et qu'il n'y a pas de besoin, on ne viendra pas dans votre village. Okay ? Par contre, si tu es médecin généraliste ou sage-femme ou infirmier ou kiné et que tu te retrouves en rupture de compétences avec une patiente parce que tu as un questionnement, parce que tu as besoin d'échographie, parce que tu as besoin d'un avis assez rapide, nous, on va venir t'aider. Donc en fait, il faut vraiment une coordination et une intelligence collective en fait, mais une coordination ultra agile. C'est-à-dire que l'idée quand même d'outils, et c'est là que avec Nicolas, c'est vrai qu'on échange pas mal là-dessus, c'est-à-dire que c'est un outil fabuleux, mais qui peut énormément déstabiliser les écosystèmes locaux. Donc en fait, les enjeux d'intégration de tels dispositifs, ça se met pas comme ça, tiens, je veux faire un gynécobus. Enfin, personne ne fait ça. C'est-à-dire qu'on est à l'écoute d'un écosystème, on fait un diagnostic de territoire, et en fait, on vient implémenter un outil dans un écosystème et en prévenant les autres, en faisant des réunions pour présenter le dispositif, enfin, tout ce qu'a évoqué Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Voilà, il y a vraiment ce temps d'échange, de procéder, comment on va fonctionner ensemble, qui fait partie en fait intégrante de l'ingénierie de projet. Hein. C'est vraiment... Je suis complètement d'accord, et en même temps, quand nous on a créé le premier marsouin, les Nazariens qui sont dans la salle savent qu'on est un peu parti tout feu tout flamme, et du coup, avec du recul, c'est tout ce qu'elle a dit qu'il faut faire, et c'est tout ce qu'on n'a pas fait au début qu'il faut pas faire. Voilà. Après, moi, c'est plus facile parce que je suis une ancienne libérale, donc je sais comment on est. Donc, Allez-y, monsieur, il y avait une question. Monsieur, vous vouliez poser votre question? Non, moi j'apporte. Allez, c'est la porteur de micro. Ah d'accord. J'ai cru derrière, monsieur, vous vouliez pas poser une question? Non. Il y a Laure qui part en taxi pour prendre un avion à l'arrache, mais tu peux poser vite fait ta question, Julien. Merci beaucoup. En fait, vous avez soulevé les problématiques de financement qui sont assez communes, j'ai l'impression. Moi, j'ai été assez interrogé justement par ce que tu as dit, Laure. Désolé, ça tombe sur toi. Mais c'est sur le fait que tu es rattaché à un pôle hospitalier
Et donc, ça m'interroge justement sur au niveau politique et au niveau de la pérennité des financements, comment tu te sens par rapport à des acteurs qui sont un peu plus indépendants, j'ai l'impression, et qui ne dépendent pas des hôpitaux, et donc notamment de la pérennité des budgets. Nicolas, tu en as parlé, il va peut-être y avoir des coupes dans le futur, quoi. Alors, à la fois, donc c'est toute une question merci de la poser parce que c'est peut-être la question à laquelle il est le plus difficile pour moi de répondre, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de visibilité sur les dispositifs d'aller vers. Par contre, le fait d'intégrer un centre hospitalier, donc moi je travaille pour le centre, j'assure la coordination de mon propre dispositif en tant qu'agent du centre hospitalier de Brignoles-le-Luc, donc qui est un tout petit hôpital. Cette posture-là, elle est à la fois difficile parce que on répond en fait à des intrications politiques qui sont diverses et variées, parce que comme je disais tout à l'heure, on intervient sur 53 communes, donc c'est quand même assez important. Et à la fois, je trouve que ça a vraiment du sens dans notre projet et notre configuration, c'est-à-dire que c'est l'idée de construire quelque chose sur un plan territorial. Donc, à partir du moment où on est sur cette dynamique-là, c'est un petit peu plus facile de faire converger les systèmes de financiers et l'hôpital est un épicentre territorial important. Donc, je trouve que cette configuration, quand elle a été proposée par l'ARS, elle était particulièrement cohérente sur plusieurs plans, y compris sur le plan politique, en fait. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Moncef Moudouar. Merci Laure Fabre et Nicolas Blouin d'être venus nous parler de vos projets bien inspirants. Si vous voulez prolonger la conversation, pas avec Laure parce que vous devez refiler dans le sud, vous pouvez, donc Nicolas et Moncef seront là encore quelques minutes. Merci à tous.